Comme des cartes postales, les paysages s'offrent à nous. Mais savons-nous les regarder, lire ce qu'ils nous disent du présent et racontent de leur passé? Dans le Lot, autour de Saint-Cyr-la-Popie, l'un des plus beaux villages de France, des siècles d'histoire se dévoilent sous nos yeux éblouis. Voilà Stéphane, je pense que là on est bien. Un peu qu'on est bien, oui. C'est magnifique. Là, on a notre image. Au loin, je vois une sorte de plateau qui ondule. Et puis plus près de nous, des falaises, une rivière et des champs qui sont très structurés. Et puis face à nous, le fameux village de Saint-Cyr-la-Popie qui semble perché depuis la nuit des temps. C'est à peu près ça, hein. À peu près depuis la nuit des temps, effectivement. Donc là, on est au bord de la vallée du Lot. On a un relief très horizontal et donc la rivière prend le temps d'aller chercher les terrains les plus souples, les plus meubles. Et donc elle s'étale et elle fait des méandres et elle va dessiner des grandes boucles comme ça, en fait. Et dans une de ces boucles, effectivement, se trouve le village de Saint-Cyr-la-Popie, hein, qui est un des emblèmes de la vallée du Lot, hein, un joyau touristique en tous les cas. Et qui est un village qui est installé là depuis le Moyen-Âge. Mais il faut imaginer qu'à droite de cette église, il y avait une série de châteaux. Jusqu'au Mamelon. Voilà, jusqu'au Mamelon. Donc le Mamelon, c'est d'ailleurs le nom qui a donné le nom au village, Saint-Cyr-la-Popie. Ça vient de Popia, en fait, qui signifie l'émergence, le Mamelon, le Piton. Et puis on a un autre élément dans ce paysage aussi, qui est marquant. Une espèce de château d'eau, là. Voilà, c'est un pigeonnier, en fait. Voilà. Mais qui dit pigeonnier dit pigeon, et qui dit pigeon, culture. Et là, il n'y a que des bois. Ben voilà, donc ça c'est une trace de la deuxième époque qui a beaucoup marqué la constitution de ce paysage-là, qui est le 19e siècle. Et au 19e, donc même avant, hein, les paysans du Quercy construisent beaucoup de pigeonniers pour récupérer la colombine, donc qui est la fiente de pigeon, qu'on va utiliser effectivement pour amender les cultures. Et puis surtout, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'est qu'on a une présence habitée très forte, et que tout ce paysage très boisé, très vert qu'on voit aujourd'hui, il faut l'imaginer beaucoup plus clairsemé. Tout ce qui est en haut, en fait. Tout ce qui est en haut, mais même les versants, l'endroit où on se trouve, ça s'appelle les carbonnières, et on fabriquait du charbon de bois ici. Donc on déboise à la fois pour l'agriculture, pour mettre en vigne, éventuellement, sur les camps de mines exposés. Donc le paysage a quand même beaucoup évolué dans le siècle qui s'est écoulé, en fait, de manière très importante. Mathieu, Saint-Cyr-la-Popie, c'est un village emblématique de ces villages perchés. Mais quelle idée que de s'accrocher comme ça au rocher. Les raisons de ce perchement, hein, c'est d'une part la stratégie, la défense, la tactique, hein, donc l'idée de se protéger d'éventuels ennemis ou envahisseurs. La deuxième raison, ça peut être aussi des considérations climatiques. Et puis la troisième raison, et qui n'est pas des moindres, c'est la question de la mise en scène du pouvoir seigneurial à l'époque féodale dans ce qu'on appellerait le paysage aujourd'hui. Ce qui est derrière nous, en fait, Oui, est complètement oui. emblématique parce Oui, qu'on a quelque chose qui ressemble à une tour, Oui. quelque chose qui a donc vocation à impressionner celui qui est en face. Oui. On voit bien ici la fonction symbolique de la tour, puisqu'ici on le voit bien, on a ce que certains historiens appellent des tours plates, c'est-à-dire qu'on a juste un mur écran qui imite la tour. Donc on a vraiment une civilisation qui est, de mon point de vue, pré-paysagère d'une certaine façon, puisqu'on considère que le paysage apparaît culturellement à la Renaissance. Et on le voit très bien en Quercy, justement parce qu'on a ces villages qui sont accrochés à des formes difficiles, donc on a un savoir-faire de la construction. Et on voit très bien à Saint-Cyr-la-Popie la manière dont le village s'est organisé de manière très linéaire pour adapter et épouser la topographie. Mathieu, nous marchons sur un chemin avec d'un côté le Lot et de l'autre côté comme des rubans de culture. C'est étrange comme structure. Alors c'est une structure parcellaire en lanière en fait. On ne connaît pas précisément son origine dans le département, mais il y a d'autres endroits où on sait que c'est des parcellaires médiévaux, donc sans doute on est sur la même époque de construction, qui permettait d'une part de donner un accès à l'eau à tous les propriétaires, et ensuite le deuxième intérêt, c'est que lors d'une crue, l'eau monte de manière équivalente sur toutes les parcelles. Alors ce qui explique notamment que dans ce fond de vallée, on n'est pas de construction, puisque tout ce qu'on voit qui est voué à l'agriculture est totalement inondable. Et derrière, effectivement, sur la partie qu'on appelle la terrasse alluviale, hein, qui est un héritage de la période glaciaire, l'habitat s'installe en fait. Et là, on est hors d'eau. Entre nous et la rivière, ce chemin qui peut servir de chemin de halage, il y a cette bande d'arbres qui ne marche pas là. Oui. Alors c'est un élément qui apparaît assez récemment dans le paysage, hein, parce qu'effectivement le Lot a été navigué à toutes les époques. Et donc cette bande de boisée, qu'on appelle la ripicile, hein, dans le langage des écologues, c'est un motif qui était gênant à l'époque de la navigation, mais qui aujourd'hui est devenu structurant dans le paysage, parce que c'est vraiment quelque chose qui souligne la rivière, qui la dessine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que si ces arbres-là sont là, c'est peut-être aussi parce que le train est arrivé. Aussi. Donc là, nous sommes en train de longer un chemin de halage très particulier
mais qui n'est pas aussi ancien qu'on pourrait l'imaginer. Non, c'est un aménagement qui date de la fin du XIXe siècle, sous Louis-Philippe en fait. C'est fou d'imaginer ces travaux, ces écluses, ces chemins de halage creusés dans la roche, tout ça ne fonctionnant que très peu de temps, parce que tout de suite arrive le train. Je crois que la fin du chemin de halage, c'est 1847, il me semble, la fin du creusement. Le chemin de fer, les tunnels de chemin de fer qui sont à proximité sont creusés dans les années 1880-1889. Donc ça arrive de façon très concomitante quasiment. Les produits qui vont se retrouver sur le chemin de fer, qui est quand même moins tributaire des aléas climatiques aussi, vont concurrencer la navigation qui petit à petit va péricliter. Ensuite, le département du Lot va investir pour rénover les écluses et mettre en place la navigation de plaisance, qui est aujourd'hui un produit touristique important dans la vallée du Lot. Alors que le train ne passe plus. Alors que le train ne passe plus, depuis les années 80. En fait, cette belle endormie que semble ce paysage, en un siècle, a pris un tour complètement inattendu. Ah oui, il est passé du statut de village un peu éteint, jusqu'au début du XXe siècle où il a été redécouvert. D'abord, il a été classé. Maintenant, c'est un village qui est touristique, c'est-à-dire qu'il vit du tourisme. Et le tourisme, il vient, entre guillemets, profiter, j'ai envie de dire, de ce paysage magnifique, mais il ne le produit pas. Non, il n'interviendra pas pour déforester, il n'interviendra pas pour cultiver les terres. Ce qui fabrique le paysage, c'est ou les agriculteurs ou les gens qui construisent les villes. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est pas un objet figé, le paysage. C'est quelque chose qui est en évolution, en mouvement permanent, en fait. Le village de Saint-Cyr-la-Popie est un bijou. Les traces qu'ont laissées les hommes tout autour forment un écrin qui n'en finit pas de nous conter son histoire. La main de l'homme écrit, Eva ayant écrit. Les paysages sont fragiles. Questionner leur histoire permet de mieux les appréhender, de les comprendre et surtout de les respecter.